Dans une vidéo précédente, je répondais à une question de Jérôme qui demandait en fait si, grâce à la technologie, aux IA et aux robots, et aux nouvelles possibilités qui s'offrent, les élites ne seraient-elles pas tentées d'éliminer le peuple, qui finalement, les jeunes, n'est qu'un boulet dans leur projet de domination. Et on m'a fait un commentaire suite à cette vidéo auquel je souhaite réagir. Et je pense que ça va vous intéresser aussi parce que je trouve qu'indirectement, en tout cas c'est comme ça que je comprends ce commentaire, il pose la question de qui tire les manettes et vers où ils veulent arriver. Donc ça rejoint la question que je posais précédemment. Et la thèse que je veux développer dans cette vidéo, c'est qu'en fait, oui, on parle des élites, mais c'est une facilité de langage. Et selon moi, personne ne tire les manettes et il n'y a pas de direction, il n'y a pas de plan. Par contre, il y a bien une direction vers laquelle nous allons. Et comment je résous ce paradoxe, en fait, de dire, bah, si personne tire les manettes et si pourtant on va dans une certaine direction. C'est contradictoire, hein, ce que je dis. Bon, eh bien, d'après moi, dans les explications qu'on voit un peu partout, il y a un chaînon manquant. Et ce chaînon manquant que je me propose de vous expliquer, ce sont les cultures. Et par culture, j'entends intelligence collective émergente. Alors c'est le cœur du sujet de mon livre sur la guerre culturelle que je suis en train d'écrire, mais là je vais vous expliquer pourquoi, sans cette notion de culture, on ne peut pas vraiment comprendre ce qui se passe actuellement. Donc évidemment, peut-être que je me trompe, ce n'est qu'un point de vue, et je le propose pour enrichir votre réflexion. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais c'est ce que je vais développer dans cette vidéo. Alors, je vais lire le commentaire pour poser le décor. Et c'est un commentaire à tiroir, il y a plein de sous-sujets, et je ne sais pas exactement ce que la personne comprend, sous-entend par tous ces termes. Mais je vais vous donner, moi, ma manière de lire ce qu'il dit. Donc, ils, les élites, continueront, en tout cas, je pense, à utiliser la technologie avec les stratégies du choc pour une autodestruction par consentement. Donc déjà, pour moi, je sais, c'est moi qui ai parlé de les élites dans ma vidéo, mais pour moi, ça n'existe pas, les élites. En tout cas, pas en tant que entité cohérente avec un seul but. Il y a des élites qui poursuivent des buts différents. Et on va y revenir. Une forme d'eugénisme finalement. L'eugénisme, c'est se débarrasser des inutiles, hein, en gros. Et j'ai l'impression qu'on pourra être plus directement géré par une puissance étrangère du fait de la faillite de l'État. Entre la mainmise par les Américains du cabinet McKinsey, des attaques peut-être russes ou chinoises, il semble, et semble-t-il, la simple petite mafia qui a piraté le ministère de l'Intérieur et le rachat des informations de la sécurité sociale par Bill Gates, ça pourrait finir par une gestion du pays totalement administrée par du privé et une technologie qui remplace les administratifs. Donc là, ce qu'il dit, en tout cas ce que je comprends, c'est que l'État serait piloté, serait démantelé, racheté par le privé, et on mettrait des IA à la place des gentils fonctionnaires. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils voient la fonction publique, mais évidemment c'est ironique, hein, de ma part. Donc, bref, la conscience de créer une alternative à côté étant tellement minoritaire, c'est une forme d'eugénisme qui continuera, je pense, plus qu'un risque de simple guerre civile, même si on peut la laisser débuter pour légitimer cette orientation de contrôle et de transhumanisme. Bon, voilà, là, encore une fois, quand je le dis ça, évidemment que certains veulent la guerre civile, certains ne sont pas opposés à la guerre civile, mais d'autres, je parle des élites, ne veulent pas la guerre civile. Il y a de tout, en fait. Il n'y a pas une classe qui soit complètement cohérente. En fait, il faut sortir de l'analyse marxiste des choses et de dire, bah, il y a les bourgeois contre le peuple, contre les prolétaires. Non, il y a des élites, il y a des peuples, au sein d'un même pays, j'entends, hein, et a fortiori, si on regarde au niveau de la planète. Donc, la première étape de mon raisonnement, c'est de vous faire sortir de cette vision monolithique des choses, qui nous vient, voilà, bah, de schémas comme ça, hein. À une époque, peut-être c'était vrai. Il y a non pas une élite, mais des élites. Il y en a plusieurs. Mais c'est pas tout. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a une direction globale dans laquelle nous allons? C'est là où je vais vous expliquer d'abord pourquoi non, il n'y a pas de plan, mais oui, il y a une direction globale. Donc s'il y a une direction globale, d'une manière ou d'une autre, il faut que ça passe par la prise de contrôle de l'État. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Il faut voter des lois, il faut permettre des choses, il faut mettre des financements derrière, et personne n'a plus de poids que l'État. Donc, est-ce que l'État est piloté? Est-ce qu'il est piloté par les élus? Bon, je pense que si vous suivez cette chaîne, vous serez d'accord que non. Les élus, ils sont là pour pas très longtemps et ils n'ont pas beaucoup de pouvoir en réalité. Oui, ils peuvent influencer à la marge, mais comparer le pouvoir des agences d'État et des hauts fonctionnaires qui, eux, sont là à vie, ben déjà, vous commencez à vous dire, ah oui, ok, bon, les élus, ils sont clairement pas
pas tout seul. Et puis, il y a d'autres forces au sein de l'État. On a la séparation des pouvoirs qui sont là exprès. Donc les élus, en fait, en plus, leurs campagnes sont financées par certaines entités. Donc bref, au sein même de l'État, il y a différents pouvoirs. Mais en plus, ces pouvoirs sont influencés par des entités extérieures. Donc c'est ce que disait le commentaire, et je suis entièrement d'accord. On a des entreprises qui les influencent, des grosses entreprises, des entreprises d'État, para-étatiques, etc. Donc qui certaines pilotent des lobbies qui influencent l'État, et parfois qui influencent l'État directement. On a aussi qui influencent l'État une partie des petites entreprises, comme en ce moment même, la révolte des paysans, eh ben, ça influence les choses, qu'on le veuille ou non. Donc tout le monde, quelque part, influence, plus ou moins. Mais les lobbies, faisons un zoom sur les lobbies. Quand on dit les lobbies, en général, on pense aux lobbies industriels, financiers. Mais en réalité, des lobbies, il y en a de toutes sortes. Il y a le lobby écolo, il y a le lobby catho, il y a le lobby musulman, il y a le lobby LGBT, il y a le lobby israélien, il y a le lobby américain, et etc., etc. Des lobbies, il y en a plein. Et chacun vient jouer sa propre partition, vient essayer de défendre ses intérêts à lui. Donc tout ça influence fortement l'État. Mais c'est pas tout. On a aussi les mafias qui pèsent plus ou moins sur les décisions de l'État, puisque certaines décisions sont là pour contrecarrer les mafias parfois. En tout cas, ça joue. Il y a des financements occultes qui passent par là, etc. Donc, ça influence, qu'on le veuille ou non. Il y a les marchés qui influencent. Et bien sûr, il y a les États qui influencent d'autres États à travers les lobbies, mais aussi parfois qui s'ingèrent directement à travers, je sais pas moi, des campagnes de bots sur les réseaux sociaux, à travers des systèmes d'espionnage. Bref, vous voyez le tableau. Donc l'État, en fait, est le centre de bataille de forces qui vont dans tous les sens et qui viennent de toutes les directions. Et il y a aussi, évidemment, la société civile, les associations et tout ça. Donc, on se retrouve avec des forces qui influencent l'État, qui viennent dans tous les sens. Et bien malin qui pourra dire, en fait, ce truc-là est piloté par quelqu'un et va dans telle direction. Non. Par contre, si on s'arrête là, pour moi, on loupe l'éléphant au milieu du couloir. Et c'est quoi cet éléphant? Eh bien, ce sont les cultures. Et les cultures, je vais expliquer ce que c'est après plus en détail en tant qu'intelligence collective, mais pour moi, les cultures, ce sont des choses transversales. Je sais pas moi, vous avez la culture chrétienne, donc vous avez des gens qui se réclament de cette culture, qui font partie du peuple, qui font partie parfois des élus, qui travaillent dans les entreprises, etc. Il y a d'autres cultures. La culture humaniste, l'écologie, c'est une culture. Les cultures elles-mêmes peuvent s'influencer les unes les autres. Et finalement, ça peut donner l'impression, et c'est pas qu'une impression, ça permet une coordination globale en fait, sans qu'il y ait un Bill Gates ou un George Soros qui pilote tout ça. En fait, souvent, ces gens-là ne sont simplement que on pourrait dire des avatars ou des champions de certaines cultures. George Soros, par exemple, lui, se réclame des sociétés ouvertes de Poppers, si je dis pas de bêtises. Il est le champion de cette culture. Mais il n'est pas le seul. Et ce n'est pas la World Company. Il n'y a pas un Gus qui pilote l'ensemble de tout ça et qui décide dans les coulisses et puis tout le monde qui s'exécute gentiment. Non. Il y a des tonnes de gens qui défendent leurs intérêts personnels et de tout ça émergent en plus des intérêts collectifs sous forme de culture. Enfin, ce qu'on appelle des cultures. Donc maintenant, je vais vous expliquer que ce sont des intelligences collectives émergentes. Donc ce sont des entités qui ont leur logique propre. Alors je ne vais pas décoder leur but et tout ça maintenant, ça dépasserait le cadre de cette vidéo, mais je veux vous montrer que ça résout des problèmes concrets. Et je vais vous expliquer comment ça marche, succinctement. Donc ce que vous voyez ici, ce sont des fourmis qui bougent, je sais pas moi, une figure là, dans une espèce de mini labyrinthe. Elles ont un puzzle à résoudre. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que les fourmis ne réfléchissent pas, enfin il n'y a pas une fourmi là, quelque part, qui s'est postée là et qui pilote l'ensemble. À l'inverse de ce que des humains feraient. Vous voyez ici, là, l'humain, il y en a un qui est à part et qui pilote les autres, qui leur dit bougez comme ci, comme ça, et qui les coordonne. Là, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de fourmis contre-maître. C'est l'ensemble des fourmis qui suivent des comportements simples, qui suivent les phéromones, en gros, qui font émerger une intelligence collective qui est capable de résoudre des puzzles concrets, qui est capable de trouver des solutions pour survivre dans la nature. C'est à ça que ça sert. C'est pour ça que je vous parle d'intelligence émergente. Et il n'y a pas que les fourmis, c'est quelque chose qui existe ailleurs dans la nature, qu'on retrouve à plein d'endroits. Donc là, vous voyez, ça s'appelle des murmurations, c'est des vols collectifs d'oiseaux, des nuées. Et on sait, parce qu'on arrive à le simuler, ça a été étudié en détail, on sait comment ça fonctionne. Alors, je me souviens plus précisément des règles, mais c'est très simple.
chaque oiseau suit une règle du type je suis l'oiseau qui est devant moi, j'évite de rentrer dans les oiseaux qui sont à côté de moi. Et en fait, ça donne ce genre de comportement collectif émergent à base de règles extrêmement simples. Et là, ça ne fait pas émerger une intelligence collective qui résout des problèmes particuliers, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On sait que ce sont des règles extrêmement simples. Comme ici, pour les fourmis, ce sont des phéromones. Et évidemment, ça existe aussi chez l'humain, c'est un poil plus sophistiqué, mais pas beaucoup plus en réalité. Et ça, c'est l'apport qui est récent, ça s'appelle c'est un domaine de la biologie, c'est l'évolution culturelle. Et là, je vais vous mettre un extrait avec Joseph Henrich, l'auteur du livre L'intelligence collective, où il explique ces mécanismes culturels. Donc tout ce que je vous dis vient de lui. Enfin, oui, quasiment. Donc là, il va expliquer comment ça marche chez les humains. Des études sur des bébés et de jeunes enfants montrent que dès le plus jeune âge, ils savent identifier les individus particulièrement compétents, ceux qui ont réussi et jouissent d'une forme de prestige dans leur milieu social. Ils utilisent ces critères pour savoir qui observer et obtenir des informations utiles. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si le sujet vous intéresse, d'où vient notre succès évolutif. Et en fait, chez les humains, on a cette capacité d'imitation et on imite ceux qui ont le statut social le plus élevé. Et c'est un peu comme ces oiseaux-là qui ont des règles très simples qui font émerger des comportements collectifs qui permettent l'adaptation dans différents milieux. Donc si vous voulez, en fait, l'évolution biologique par mutation génétique, elle est trop lente. Donc si une espèce arrive à trouver d'autres manières de s'adapter, ça lui permet de conquérir des nouveaux milieux et donc de mieux survivre, de mieux transmettre ses gènes. Donc ça, c'est l'évolution culturelle. Et c'est très développé dans l'espèce humaine. Donc au final, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on a une espèce de truc comme ça. On a, nous, là, en rouge, là, qui bouge, qui s'agite, c'est nous, c'est les humains, si vous voulez, sur la terre ferme. Au-dessus, on a les entités collectives, les entreprises, les États, les associations, tout ce que vous voulez. Mais au-dessus encore, il y a donc qui pilote. Alors, ce schéma n'a rien à voir, hein, je l'ai récupéré, j'ai trouvé que c'était une belle illustration, hein, je précise. Et donc au-dessus encore, qui pilote tout ça, sans que nous on en ait vraiment conscience, parce que nous on ne fait que suivre des heuristiques simples, des règles simples, on a les cultures qui émergent donc de nos comportements collectifs. Alors tout ça, là je vous l'explique en très succinct, ça peut paraître un petit peu abstrait, dans le livre je vais dans les détails de comment ça fonctionne, la mécanique systémique qui est derrière, mais au final, toutes les forces qui travaillent la société et qui influencent la direction qu'elle prend à travers l'État, se coordonnent non pas par les actions d'individus très puissants, mais par des cultures. Donc, ce que je vous dis en substance finalement est très simple. Qui tire les ficelles? Eh bien personne, parce que tout le monde tire les ficelles. Donc, personne ne décide. Et ce que je vous dis là, moi-même, je tire la ficelle. Quand j'ai une chaîne YouTube et que je fais des vidéos, eh bien oui, moi aussi, j'essaie d'influencer la société dans le sens que je trouve pertinent. Comme tout le monde, comme vous aussi, sauf que on ne le fait pas tous à la même échelle. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas de coalition des riches, je ne sais où, qui défendent des intérêts contre les pauvres. Par contre, ça se fait pas, je sais pas, dans les réunions du siècle ou Bilderberg, pardon, ou ce genre de trucs. Mais par contre, ces réunions participent d'une culture, d'une classe sociale. Donc, je vous dis, ça n'existe pas, mais oui, ça existe un peu, mais pas comme vous croyez. Et surtout, ce n'est pas les seules forces qui sont en jeu. Il y a les forces des marchés, il y a les forces de l'opinion publique, et toutes les élites ne tirent pas tous dans le même sens. C'est pas parce qu'ils vont au Bilderberger qu'ils sont tous d'accord quand ils ressortent. Et j'insiste là-dessus, parce que la plupart du temps, en fait, les élites ne se préoccupent pas beaucoup du peuple, elles se préoccupent des autres élites. Leur sort dépend plus de ce que font les autres élites qui vont leur piquer leur part de marché ou qui vont leur tirer dans les pattes que de ce que font les petites gens. Donc c'est pour ça que j'insiste, on parle d'intelligence collective émergente de tout ce système d'interaction des humains entre eux, qui est très complexe, on est d'accord. Donc, même si il n'y a personne qui décide, il y a quand même une direction globale parce que derrière tout ça, il y a des cultures qui impulsent une sorte de pente naturelle vers laquelle les comportements, les idées, les rapports de force glissent tendanciellement. Et donc là, aujourd'hui, en ce moment, nous sommes, en tout cas selon moi, dans une période particulière où les institutions étatiques ne fonctionnent plus. Donc il y a une bataille culturelle pour savoir, dans quelle direction, enfin tout le monde essaye de tirer la couverture vers soi pour récupérer des morceaux de l'État, si vous voulez. Mais en plus, il y a aussi une bataille culturelle pour savoir par quoi on va remplacer l'État, par quelles nouvelles institutions, et est-ce qu'il y aura une nouvelle culture dominante qui va donner le là et
et influencer plus que les autres. Bon, ben ça, moi j'en sais rien. Et c'est pour ça que je vous dis que nous sommes dans une guerre culturelle. Et quand je parle de guerre culturelle, en fait, je parle de guerre d'intelligence collective. Donc des entités invisibles, mais pas surnaturelles, en fait. C'est un peu comme la réputation d'une personne. Vous êtes d'accord que c'est une entité invisible. Et vous n'allez pas la trouver, vous ne pouvez pas dire, ah ben tiens, elle est là. Vous ne pouvez pas pointer du doigt. C'est dans la tête des gens, c'est des idées qui circulent. Mais il n'empêche que ça reste quand même une réalité. Ça n'a strictement rien de surnaturel, j'insiste. Mais ce sont néanmoins des entités invisibles qui nous pilotent, plus ou moins, nous les humains, qui nous influencent dans certaines directions. Quand je vous dis que sur cette chaîne, je veux réconcilier science et spiritualité, ben c'est exactement ce que je viens de faire là. Je viens de m'appuyer sur la science pour expliquer un phénomène qui d'habitude est expliqué purement de manière spirituelle ou de manière sociétale, dans le sens... c'est expliqué, en fait, c'est pas expliqué, c'est expliqué par les gens de manière plus ou moins inconsciente, par des théories de la conspiration. En fait, c'est interprété par la société, voilà, plus que expliqué. Donc voilà, si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de partager si vous pensez que ça peut aider, ça peut enrichir la réflexion des gens. Encore une fois, hein, je répète pour que ce soit clair, je propose juste un point de vue qui n'est pas très connu, donc après, récupérez ce qui vous intéresse dedans. Mais si vous avez compris ce que j'ai dit, ça résout les fameux débats interminables sur, d'un côté, les gens qui pensent qu'il y a une conspiration, de l'autre côté, les gens qui pensent qu'il n'y en a pas. En fait... ben oui et non, en fait. Quand on prend le point de vue des cultures, en fait, on comprend que oui, il y a une conspiration, mais non, c'est pas le fait de gens. Non, il n'y a pas un tel qui pilote. C'est pas George Soros qui pilote. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous connaissez pas la chaîne, abonnez-vous et mettez la cloche. Et si vous voulez collaborer, sachez que vous pouvez proposer des sujets. Si vous êtes créateur de contenu, les critiques constructives sont les bienvenues, hein. En ce moment, il y a quelqu'un qui m'aide pour les vignettes, parce que je suis particulièrement mauvais là-dedans. Et s'il y a des sujets pour lesquels vous avez envie de débattre, je suis ouvert sur la question. Voilà, voilà.